Le pape règne sur un État qu'on appelle l'État ecclésiastique au centre de l'Italie. Il est vraiment à la tête d'un très vaste État qui comprend toute l'Italie centrale. Il faut bien comprendre à cette époque que Rome, c'est la capitale de l'Europe, sur deux niveaux. Alors, capitale évidemment religieuse, mais aussi c'est une capitale diplomatique. C'est à Rome vraiment que se joue toute la diplomatie européenne. À cette époque, on vit dans une société profondément chrétienne, voire même catholique, du coup, pour ce qui concerne l'Église romaine. Le pouvoir politique n'est pas séparable de la religion. Je travaille en histoire moderne sur les relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. Et donc ma thèse concerne plus spécifiquement la faction française en conclave dans la première moitié du XVIIe siècle. Donc le conclave, c'est tout simplement l'élection du pape. J'ai observé les conclaves en fait et cette fameuse faction française. Donc la faction française désigne ce groupe en fait de diplomates français qui se regroupent à Rome pour défendre les intérêts du roi de France. Il s'agit d'étudier le pape en tant que à la fois chef de la chrétienté et également en tant que prince d'un État. Et donc il y a un double pouvoir qui se joue à l'époque moderne et l'objectif, dans ma thèse, c'est de voir comment cette double casquette du pape va avoir des conséquences dans les relations internationales puisque la France veut influencer l'élection du pape afin de pouvoir peser également dans la diplomatie de l'Italie. Et au tout début du XVIIe siècle, la faction française, qui était avant presque inexistante à cause des guerres de conflits religieux, des guerres de religion, cette faction se reconstitue progressivement. Voilà, j'observe dans ma thèse petit à petit toutes ces évolutions jusqu'au dernier conclave que j'étudie, qui est celui de 1644, parce que lors de ce conclave, le pape qui est élu est l'ennemi de la France. Et donc, pour la faction française, c'est un échec cuisant et donc une remise en question totale. Il va y avoir un retour à zéro et donc avec à nouveau de nouvelles stratégies qui vont être mises en place pour reconstituer une nouvelle faction. Et c'est à ce moment-là que moi je m'arrête. Alors c'est un travail d'archives essentiellement. Donc j'étudie énormément les correspondances diplomatiques. Ce sont les archives du ministère des Affaires étrangères qui regroupent un certain nombre de correspondances d'ambassadeurs. Ensuite, je m'intéresse également aux correspondances plus privées. Et donc à ce moment-là, j'essaye justement, grâce aux personnages que j'ai identifiés au sein de ma faction française, de retrouver leur propre correspondance. Cette correspondance a un caractère beaucoup moins solennel, des informations qui sont beaucoup moins filtrées, et c'est un véritable intérêt, mais par contre, ça nécessite quand même une enquête beaucoup plus approfondie parce que ces fonds sont très disséminés. Ce qui est intéressant dans la période que j'ai analysée, c'est qu'il y a une vraie évolution. La France, au début de la période, part pratiquement de rien en termes de factions et finit avec pas grand-chose non plus. Dans la première partie de ma période, au début du XVIIe siècle, la faction française connaît un renouveau assez spectaculaire, avec des cardinaux français extrêmement performants, actifs, qui viennent à Rome et qui sont de vrais diplomates. Et cela se manifeste notamment dans le premier conclave qui élit un pape profondément francophile, donc très favorable à la France. C'est un véritable triomphe pour la diplomatie française qui, 5 ans plus tôt, était encore très absente de la scène diplomatique romaine. Ces cardinaux qui sont nommés ont une importance capitale au moment où le pape meurt, puisque ce sont eux qui devront choisir le pape. Quels sont les moyens dont dispose la France pour convaincre finalement notamment les cardinaux, mais plus généralement les personnes, d'adhérer à sa faction et servir le roi de France? Et la réponse est assez facile à cette époque, il s'agit essentiellement d'argent sonnant et trébuchant. Donc on achète les cardinaux, on achète leur loyauté, on peut également leur attribuer certains évêchés dans le royaume dont ils pourront profiter des bénéfices. La première utilité, bien sûr, concernant le domaine de la recherche en histoire moderne, c'est une contribution à l'histoire des relations internationales.
C'est pour ça que j'ai choisi un sujet du coup qui me permettait d'aborder, de faire un croisement entre l'histoire religieuse et en même temps l'histoire politique. Et donc dans l'histoire des relations internationales avec la papauté, eh bien on est en plein dedans. Les Français et l'influence que les Français ont à Rome à ce moment-là est un thème qui a été extrêmement peu abordé. Étudier les conclaves de manière plus spécifique, ça a pour intérêt de regarder une période vraiment charnière. C'est une période de remise en cause totale. Le gouvernement de l'Église est suspendu et ce gouvernement va être totalement remis en cause par le successeur. Et donc observer les dynamiques politiques au moment du conclave, eh bien, c'est finalement comprendre les relations diplomatiques de manière plus globale.